Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. En 2024, le CEG dévoilait son premier baromètre annuel sur la profession comptable. Près de 600 personnes y avaient contribué. Fort de ce premier succès, nous venons d'ouvrir une nouvelle enquête en ligne pour enrichir l'édition 2025 de notre baromètre. Alors, si vous travaillez en cabinet, prenez 10 minutes pour participer et nous remonter des infos essentielles du terrain sur le management, la production, l'IA, l'arrivée de la facture électronique, la concurrence, les clients, bref, vous nous aiderez ainsi à mieux comprendre les évolutions de votre profession. Merci pour votre participation massive, on compte sur vous, le lien est dans la description et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des cabinets par les revenus avec Denis Geneste, Head of Development chez Forvis Mazars. Bonjour Denis. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'avoir dans cet épisode. Je suis ravi d'être présent. Écoute, c'est super. Denis, je vais te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu as démarré ta carrière dans la technologie chez Francis Lefebvre, puis tu as eu une longue expérience en conseil chez PwC. Tu as ensuite rejoint un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes régional de taille intermédiaire Auvergnat qui s'appelait à l'époque CGECO pour un projet entrepreneurial. Et tu as été un des piliers de la transformation de CGECO et de son développement avec comme point d'orgue un projet de création de marque qui a donné naissance à cet acteur pluridisciplinaire national qu'on connaît tous aujourd'hui, Implead, dont tu es devenu directeur général délégué pendant 4 ans. Et ensuite, tu as poursuivi ton parcours chez Income, dont tu es devenu directeur général délégué et Chief Revenue Officer. On reviendra sur cette définition de ce que c'est que le Chief Revenue Officer, notamment dans cette discussion. Et tu as accompagné le rachat d'Income par Visma. Et puis, depuis plus de 2 ans, tu as rejoint Forvis Mazars, où tu accompagnes les ambitions de développement en France, en priorité sur le marché PME et ETI. Et à ce titre, on peut dire que tu es un acteur de la concentration du marché de l'expertise comptable et de la transformation du métier, deux sujets qu'on suit de très près au sein du CEG, dont tu es membre. Voilà pour la présentation. Et donc, aujourd'hui, dans ce contexte de concentration, de financiarisation, de transformation et de concurrence accrue, on va parler de l'organisation des cabinets par les revenus. Est-ce que ça te va comme programme ? Eh ben, écoute, c'est parfait. C'est un beau programme. C'est un très beau programme. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie déjà, l'organisation par les revenus, et nous donner un aperçu de pourquoi c'est un enjeu clé aujourd'hui pour les cabinets d'expertise comptable ? Quel est le contexte, en gros, propre au secteur de la compta qui fait qu'aujourd'hui, il faut aller vers ce type de réflexion selon toi ? Je pense qu'il est important d'abord qu'on parle un petit peu du contexte aujourd'hui que vit la profession de l'expertise comptable, que nous vivons également chez Forvis Mazars, puisque aujourd'hui on a un niveau d'ambition assez fort sur le métier. On se déploie et on a un beau historique en France. On se déploie en France de manière encore plus accélérée sur le métier et face à nous on rencontre souvent d'autres structures. On rencontre aussi bien sûr beaucoup de clients. Dans nos équipes, on essaie de déployer les services, les nouvelles formes de services qu'on voit poindre. Et finalement, aujourd'hui, on est confronté, comme les autres, à comment demain on doit faire face à la transformation, préserver nos marges, générer de nouvelles typologies de revenus. Donc, inévitablement, et un peu en mixant les différentes expériences et surtout en regardant aussi ce que font nos nouveaux compétiteurs, on est et je suis venu à la réflexion de aujourd'hui, dans les structures d'expertise comptable, finalement, l'organisation par les revenus est probablement une des clés de lecture de demain, comment faire face à l'ensemble des transformations, comment se préserver d'acteurs qui viennent de la technologie, qui viennent des néobanques, et on en parlera, mais comment se préserver un petit peu de cette concurrence-là, ou en tout cas essayer de jouer à peu près avec les mêmes armes ou la même organisation.
OK, c'est très clair. Avant d'aller plus loin dans la discussion, j'aimerais juste faire une référence peut-être à une, théorie que alors, on a que Jérôme Claris, qui est président du CEG, a un peu formalisé dans ce qu'il appelle la théorie des donuts. Le nom est assez rigolo, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est comment est-ce que ce marché de l'expertise comptable va passer d'une activité principalement réglementée, à savoir la production, le déclaratif, à de plus en plus d'activités, non réglementées, et derrière ça, on a toute cette notion de service, d'accompagnement au pilotage des clients. Et donc l'enjeu du pilotage par les revenus dont on parle, c'est bien dans ce nouveau marché non réglementé, ces nouvelles propositions de services que peuvent proposer les cabinets à leurs clients, qu'on se positionne. On n'est pas forcément sur l'évolution du spectre du réglementé tel que il était jusqu'ici. Tu vois, l'intégralité, 50 à 80% des chiffres d'affaires des cabinets. Voilà, on est un peu sur ce spectre des nouvelles missions. Le spectre des missions historiques, il est quand même entrechoqué, bombardé par l'arrivée quand même de quelques sujets. Alors on a vu la technologie, mais bien sûr avec la facture électronique. Et la facture électronique, elle va inévitablement obliger l'ensemble des structures à se poser la question sur ces activités historiques, aussi d'une notion de préservation finalement des revenus, préservation des marges, d'organisation, et finalement, comme le dit Jérôme dans sa théorie des donuts, quand on commence à regarder le gâteau à se partager, les typologies de gâteaux, mais il est de plus en plus gros, parce qu'on a aussi finalement cette transformation, cette arrivée qui dans la profession sur les activités historiques, qui oblige et qui fait converger, on le voit, différentes formes de services. Donc on voit qu'arrivent en complément des cabinets d'expertise comptable, potentiellement sur la chaîne de valeur des éditeurs de technologie, des startups, de nouvelles formes, de nouvelles générations, ce dont parle d'ailleurs Jérôme Claris, et fort justement. Viennent aussi des néobanques, parce que dans le gâteau, comme d'ailleurs le soulignent d'autres observateurs de la profession, avec un regard aiguisé, je pense à Stéphane Reynaud, inévitablement ce sujet des revenus financiers, de la carte pro, du compte pro, des néobanques qui arrivent sont aussi un gâteau qui commence à grossir. Et finalement, quand on regarde sur ce gâteau grossir, on voit que il n'est plus exclusivement réservé aux experts comptables, mais dedans, on a quand même les activités historiques, mais elles sont finalement, j'allais dire, dans un creuset qui est plus large et dans lesquels on voit arriver différentes formes de concurrence. Et c'est en ça, je pense, qu'il est intéressant, et que finalement la comparaison de Jérôme, en tout cas le regard qu'il porte sur ce marché, ou ce gisement de revenus complémentaires, finalement permet de comprendre pourquoi on devrait parler de revenus dans les cabinets d'expertise comptable, mais que ça soit pour organiser des activités traditionnelles, mais aussi pour finalement prendre quelque part de ces nouveaux marchés, de ces nouveaux donuts, quoi. Ouais, OK. Et alors, comment c'est apparu dans d'autres secteurs, cette réflexion sur l'organisation par les revenus? Parce que ça vient pas du monde de l'expertise comptable, ça vient d'un autre secteur qui est principalement celui de la tech. Est-ce que tu peux nous dire comment cette réflexion dans ce secteur-là est née? À quoi ça a répondu comme question? Quand on regarde un peu le parallèle aujourd'hui, et la manière dont on voit bouger les différentes structures, les organisations, les cabinets, l'ordre, le parallèle évidemment il se fait avec la technologie. Dans la technologie, on a eu un mouvement qui est finalement d'aller vers du produit vers le service, et puis d'aller vers le software as a service, le SaaS, et tout a été centré en disant mais finalement on est des sociétés de services. Et on doit rester des sociétés de services et pas des producteurs d'outils demain. Et on a organisé, ou ces sociétés se sont organisées, et encore plus, j'allais dire, les nouvelles générations, les fameuses startups qu'on a dans l'écosystème de leur compta, mais pas que, depuis plusieurs années, se sont organisées autour de la notion de service. Quel service je vais rendre à travers ma technologie? Et c'est ces services que je vais devoir finalement mettre dans mon modèle économique, et non plus des produits. Et donc, je vais générer des revenus à travers mes services. Donc, je regarde tous les revenus que je veux générer, je regarde les services que je peux mettre en place qui sont liés à mon produit ou à ma technologie.
certes, ou à la consommation de cette technologie, mais qui peuvent être liées à la formation des utilisateurs à l'usage de cette nouvelle technologie, qui peuvent être liées au support autour de la technologie. Enfin bref, un certain nombre de services qui vont générer ce qu'on appelle dans les startups le fameux revenu récurrent, ARR ou MRR en fonction de sa saisonnalité, de sa période de collecte. Donc le revenu annuel ARR ou le revenu mensuel, finalement c'est ça qui a généré dans la technologie l'organisation autour des revenus. Et c'est là où on voit arriver autour de cette organisation, parfois, on en reparlera, un personnage ou une sorte de chef d'orchestre, femme ou homme, qui s'appelle le Chief Revenue Officer. Ouais, d'accord, OK. C'est Dans hyper le, intéressant. dans le Vas-y. monde de la comptabilité, aujourd'hui, ce qu'on vit, et on le voit, parce que finalement, comme on voit que on est sur le même terrain de jeu, et on rentre, ou d'autres rentrent sur un terrain de jeu historique, ou en tout cas, celui d'expertise comptable est aussi quelque chose qui peut s'élargir, hein, ce qu'on appelle l'océan bleu, où sont les gisements de création ou de nouveaux marchés qui peuvent exister. Comment en profiter? On revient finalement un débat ou un sujet qui est un peu permanent, une sorte de marronnier dans les cabinets d'expertise comptable, c'est la notion on est avant tout une société de services. Objectivement, même si souvent on en a parlé, c'est loin d'être toujours une évidence ou une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de structures et autour du métier et les équipes, les process, les systèmes sont organisés pour produire des produits. On fait des produits, on produit des bilans, on produit des déclarations de TVA, on produit des payes, on produit des DSL, on produit des actes de constitution de société, des assemblées générales, et on essaye quand même d'essayer de mettre du service autour de ça. Mais on voit bien que l'organisation des structures, elle est faite autour de la production d'un certain nombre de livrables qu'on va facturer aux clients. D'accord. Et on n'est pas encore sur cette notion encore de service. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, si on fait le parallèle avec le SaaS, demain, on devrait arriver sur une logique de accounting as a service, qui aujourd'hui, parfois, le terme est employé, mais j'allais dire uniquement dans un périmètre qui est on permet à la technologie d'effectuer automatiquement des actes. Non, le vrai sujet, c'est finalement comment demain je vais organiser l'ensemble des activités ou des services que je peux avoir dans un cabinet d'expertise comptable autour d'un certain nombre de services avec les équipes, les process, les systèmes qui vont bien. Et ces services vont générer un certain nombre de revenus récurrents. Et c'est d'autant plus vrai que une partie des activités qui donnent des revenus qui sont analysés souvent dans les modèles économiques des cabinets comme des revenus récurrents. C'est comme ça qu'on analyse la valeur d'une clientèle, la valeur d'un cabinet, et aussi les sujets qu'on voit de financiarisation. Demain, comment ces services générant des revenus vont être coordonnés, pilotés, ou tout simplement vont avoir un impact sur l'organisation. On est sur des sujets où l'organisation d'un cabinet d'expertise comptable, on mesure les revenus une fois par an. Enfin, on les mesure, bien sûr, on les pilote mensuellement, mais on regarde un peu la performance annuellement autour du niveau de marge brute qu'on peut avoir quand on a passé sa saison à la fin de l'année, qu'on a généré un certain nombre on a accompagné les clients, qu'on a remis les bilans, qu'on les a présentés, fiches de paye, l'ensemble des actes juridiques. Là, on va devoir, à mon sens, plutôt raisonner comme le ferait une société de services informatiques, de SaaS, ou une start-up, en disant mais finalement quels sont les revenus récurrents que je veux avoir et quelle forme ils peuvent prendre et comment je m'organise pour les délivrer et puis les percevoir ou les amener sur le marché. Ouais, d'accord. OK. OK, c'est donc aligner l'organisation pour qu'elle produise les revenus que j'ai définis préalablement, que je me suis fixé comme objectif. C'est ce que tu appelais le target operating model à un moment, je crois, notamment dans le contexte d'Implid? C'est à peu près ça? Enfin, oui, dans le monde du conseil, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. C'est le modèle opérationnel cible, effectivement, c'est de dire comment j'aligne mes équipes, les personnes, mes compétences dont je dispose, comment j'aligne les processus que je mets en place, que je les construis, comment j'aligne les systèmes
notamment informatiques, qui sont là aussi pour outiller les processus. Ouais. Et puis, comment j'aligne, finalement mon portefeuille client ou la typologie de clients que j'ai pour toucher, les types de revenus que j'ai envie de toucher. Donc, ça existe dans tous les métiers, mais la notion de pilotage par les revenus, effectivement, a été quelque chose qui a été flagrant et qui a fait le succès d'ailleurs financier de nombre d'acteurs de la technologie. Mmh. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, un sujet qui est traité régulièrement au CEG et qui est aussi cher à Jérôme Clarisse, qui est la financiarisation. Mais il est clair que les acteurs et les fonds qui arrivent dans la profession regardent aussi la profession comme ayant une capacité à générer demain des revenus récurrents. OK. Et alors comment ça peut se décliner dans nos métiers? Quel serait pour toi alors ce CRO là, ce Chief Revenue Officer, si c'est un rôle qui se développe, à terme dans la profession, quelles seraient ses responsabilités? Comment il commencerait ce travail, tu vois, de réorganisation par les revenus? Il y a la fonction qui existe, j'allais dire probablement dans des cabinets qui peuvent l'absorber économiquement. Oui, On va y revenir, ouais, d'accord. mais indépendamment de la fonction que tu mets en œuvre ou que tu peux mettre en œuvre, il y a inévitablement l'organisation, le pilotage par les revenus. Et ça, j'allais dire n'importe quelle structure de n'importe quelle taille peut y Pas besoin penser, d'avoir un CRO et pas dédié, besoin d'avoir un CRO dédié pour le faire. Il est évident que plus tu as de typologie de revenus, plus il va falloir coordonner, articuler, jouer la même partition. Et avoir une sorte de chef d'orchestre. Si tu te dis, finalement, dans mes revenus récurrents, je vais avoir mes revenus un peu traditionnels, et puis je vais faire un peu de vente de technologie, et puis peut-être aller sur un sujet de je sais pas, durabilité. Si on pense qu'il y a un marché, j'ai peut-être pas besoin d'avoir un CRO, hein, je veux dire les dirigeants, les associés des cabinets peuvent l'exercer à la condition que finalement ils mettent en place cette stratégie ou qu'ils aient Mmh. cette réflexion de quels sont les revenus et est-ce que je suis bien organisé pour le faire. Aujourd'hui, on essaye un peu de tordre les organisations pour leur faire produire ces nouveaux types de revenus plutôt que de les définir, de bien les comprendre et se dire effectivement, est-ce que l'organisation est performante pour le faire? Est-ce que les équipes que j'ai, les processus que j'ai, les systèmes d'information que j'utilise sont là et vont me permettre de toucher ces nouvelles formes de revenus? Ouais. On était hier, à Lyon, toi et moi, pour la journée d'échange du CEG. Il y a un philosophe qui nous a parlé, qui s'appelle Luc de Brabander, qui nous a parlé de l'art de la pensée. Et il y a quelque chose qu'il a dit, c'est, changer, c'est changer 2 fois. C'est changer, les choses qu'on fait, la réalité des choses, et c'est aussi changer la perception qu'on en a. Et j'ai l'impression, ce que tu me disais hier, c'est que ça résonne avec notre sujet. C'est cette réflexion, cette organisation par les revenus, c'est pas aller, serrer quelques boulons, bricoler un ou deux services à la clé, développer, etc., à droite, à gauche des nouveaux services, mais c'est repenser vraiment son positionnement en faveur d'une nouvelle cible, et du coup, changer la perception qu'on a de nous-mêmes, de notre propre organisation et de la manière dont on va y aller. C'est quelque chose de beaucoup plus holistique que juste aller développer une gamme de services à un endroit ou à un autre. J'ai l'impression que c'est vraiment une réflexion hyper globale sur le cabinet, quoi. Tu as entièrement raison, tu as entièrement raison. Après, la palette, enfin, en tout cas, le niveau de changement, bien évidemment, il va être proportionnel en fonction du cabinet dans lequel je me suis, j'allais dire, de la culture aussi des clients que j'ai. Mais tu as entièrement raison. Changer, c'est changer 2 fois, ce que disait Luc de Brabant derrière. Quand on a fait du conseil et qu'on a accompagné beaucoup de clients dans la transformation de l'organisation, recherche de performance ou autre, il y a une phrase que disent les consultants, il faut tout changer pour que rien ne change. Mmh. Donc là, en l'occurrence, on a besoin effectivement de poser et de bien poser la copie des revenus parce qu'il va y avoir un impact changement assez fort. Et aujourd'hui, je trouve que parfois on inverse finalement le raisonnement et on commence à mettre en œuvre
des sujets, des transformations d'organisation. On voit arriver des nouveaux profils qui viennent d'ailleurs parfois ou qui peuvent être copiés parfois de la technologie. J'ai en tête les 9 profils, je sais pas, que tu as peut-être, tu te souviens peut-être, qui avaient été présentés au Congrès de l'Ordre qui était à Montpellier. Il y avait 9 Ouais, profils, dont le fameux le welcomer, welcomer, ouais, le ouais. data controller, le data manager. Donc ça, on voit bien que ça vient un peu de sujets qui sont ailleurs. Donc le welcomer, tu peux l'appeler dans les startups. Il s'appelle aussi Customer Ouais, Customer Success CSM. Manager, CSM. Il s'appelle Customer Architect quand tu as du sur-mesure. Voilà, mais ces people, ils sont là pour permettre de générer des revenus récurrents. Donc aujourd'hui, dans les cabinets, on commence à regarder le sujet. Nous commençons à regarder le sujet de manière extrêmement sérieuse. Tout le monde y travaille, mais pour bien le faire, il faut aussi se dire, mais qu'est-ce que je veux toucher comme type de revenu? Qu'est-ce que je veux offrir à mes clients comme type de service? Quel niveau d'habitude j'ai envie d'avoir auprès de mes clients? Et en face, je mets l'organisation qui va pour. Je veux dire, si demain on parle de l'autre face de ce gâteau dont parle Jérôme qui grossit, l'autre face, ça va être finalement quelle organisation je vais pouvoir mettre en place pour essayer de toucher les différents types de revenus. Quand on parle de revenus de technologie, c'est pas du tout le même schéma organisationnel, process, équipe, système d'information ou typologie de client, que si je veux vendre des revenus financiers type compte pro ou carte pro. Aujourd'hui, une société comme Conto n'est pas organisée pour vendre ces sujets comme le serait un cabinet d'expertise comptable. Mmh. Donc, si on veut aller sur ces sujets, sur ces marchés-là, sur ces revenus récurrents-là, à un moment donné, il faut aussi être capable de s'organiser pour pouvoir le faire et poser, j'allais dire, la carte des revenus au départ avant de commencer à toucher à l'organisation. Parce que le risque qu'on a, ce serait finalement de commencer à générer un certain nombre d'investissements qui seront pas forcément avec des retours revenus très clairs, espérés, voire tout simplement, et ce qui est tout aussi dangereux, de perdre du temps parce que finalement, cette transformation, cette arrivée ou cet élargissement à la fois du terrain de jeu des cabinets d'expertise comptable, mais donc de l'environnement concurrentiel, la fameuse matrice de Porter qu'on voit assez vite bouger dans le métier de l'expertise comptable, le fait que c'est arrivé, on pourrait perdre du temps parce que on pédale sans avoir d'effet d'énergie ou des énergies générant des revenus. Je ne sais pas Mmh. Mmh. si je suis clair dans ce que Si, si. je te présente. Clairement, clairement. Il y avait cette question aussi que Luc de Brabander, ça me fait penser à ça, avait posé un peu de manière provocante, et il avait travaillé, je crois, avec des personnes qui représentaient, le gouvernement à Bruxelles et il les avait amenés à se poser la question, une question un petit peu volontairement provocatrice, mais c'était de se projeter dans un paradigme complètement différent. Il leur avait dit: «Et si l'aéroport de Bruxelles devenait chinois?» Et qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et au début, cette question qui paraissait un peu une aberration, finalement s'est avérée être une possibilité tout à fait réaliste. Voilà, par des tiers investisseurs qui auraient pris des parts de marché de plus en plus croissantes dans cet aéroport bruxellois. Et en fait, au final, ça permettait d'aller générer peut-être des scénarios nouveaux d'activités pour permettre à ces personnes, ces décideurs, de s'organiser mieux en fonction de ce scénario qui pourrait paraître complètement improbable de prime abord, mais qui pourrait finalement s'avérer réaliste. Et je crois qu'il y a cette notion du pas de côté qui est intéressante quand voilà, des cabinets veulent un peu imaginer cet avenir organisationnel, cette idée de se poser une question qui peut paraître un petit peu ubuesque au démarrage. Ça peut créer des nouvelles réflexions. J'ai l'impression que ça peut être un éclairage important. Clairement, ouais. D'ailleurs, c'est un peu la différence, ce changement en deux temps, et le deuxième temps est tout aussi important. La différence avec quelque chose qu'on connaît, la différence entre créativité et innovation, comme d'ailleurs le présentait Luc de Brabander. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on essaie de mettre un peu d'innovation, Ouais. souvent un peu matinée, colorée de technologie,
Alors que le vrai sujet, il est effectivement de regarder notre modèle économique, parce que la notion de revenu, c'est avant tout un sujet de génération, de modèle économique, et de regarder le modèle économique de la structure que je dirige, et de se dire finalement, demain, quelle typologie, voilà l'ensemble des revenus que je génère, voilà comment ils sont structurés, voilà la typologie de clients que j'ai, les équipes pour le réaliser, et demain, j'aimerais avoir tel ou tel type de revenu. Et là, effectivement, je me mets un peu de côté pour me dire comment tout ça pourrait être dans un futur parfait. Et puis, comment j'en fais quelque chose, que le futur parfait n'existe pas. Et ça, on le sait bien quand on transforme les organisations. Comment, finalement, je mets en place quelque chose qui soit réaliste, déployable dans mon organisation et pilotable par les revenus. Et c'est vrai que dans des organisations, j'allais dire, un peu plus importantes, je pense que laisser un peu de temps pour quelques personnes clés de l'organisation pour piloter par les revenus, comme d'ailleurs dans d'autres structures aux États-Unis, on a assez vite, par exemple, des gens qui s'occupent du développement dans les cabinets. Là, ce serait un peu la même chose, qui est quelqu'un qui est un peu à la croisée développement, organisation, revenus. Je pense que c'est quelque chose un peu d'indispensable pour coordonner les investissements qu'on fait et éviter trop de pertes en ligne, Ouais, finalement. d'épuisement aussi. Tu m'as dit aussi, quand on a préparé cette discussion, qu'il y avait un sujet segmentation derrière tout ça, segmentation client. Il faut que ça passe aussi par une réflexion des cabinets sur leur portefeuille client, et peut-être aller choisir certains clients, renoncer à certains clients. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? C'est évident, parce que le revenu, l'organisation par les revenus, bien évidemment, à un moment donné, c'est l'accès au marché, ou quelle typologie de marché, ou quel client je peux avoir, quelle est la valeur contributive de mon client. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a vu arriver aussi des acteurs souvent dits de rupture, qui ont pu générer d'ailleurs quelques critiques par la profession, mais ils ont pris un segment client particulier, ils l'ont travaillé, voilà, que ce soit dans les professions libérales, je pense qu'on voit de qui je peux parler, que ça soit sur les revenus immobiliers, les MNP. Voilà, je regarde mon portefeuille et je le segmente. C'est clair qu'aujourd'hui, cette réflexion, elle est centrale, elle est assez écartée, j'allais dire, par la profession. Souvent, on a des clients avec une clientèle souvent qui est dite généraliste. C'est ce qu'on rencontre assez souvent. Et d'ailleurs, on y retrouve des TPE, des sociétés, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des associations, des SCI, des gens qui font des investissements immobiliers. Mais on voit bien que le service, il va pas être le même, ou le niveau de service peut ne pas être le même. Demain, si on veut leur vendre de la technologie, par exemple, si on veut équiper, puisque c'est quand même un des enjeux, que d'équiper les TPE, PME demain de technologie, avec l'arrivée de la facture électronique. Donc c'est une forme de revenu. Demain, le revenu de technologie que demain pourrait toucher un cabinet d'expertise comptable, inévitablement, si je prends juste ce revenu-là, tu comprends bien que ça va pas être la même technologie, pas toujours la même technologie ou le même besoin, en fonction d'une clinique vétérinaire versus un petit groupe de sociétés qui fait des produits d'entretien, quoi. C'est clair. Ça m'amène une question, du coup, quels sont pour toi les principaux types de revenus que tu vois demain pour les cabinets? On peut les classer, on peut les catégoriser, selon toi, pour un peu orienter les cabinets qui nous écoutent dans leur réflexion? Comment tu vois les choses? On en a parlé des revenus techno, est-ce que tu peux nous aider à faire un peu un panel de catégories? Comme je le disais au début de l'échange, les revenus historiques resteront là, resteront présents, même s'il peut y avoir finalement une évaporation avec l'arrivée de la facture électronique, notamment des revenus de tenue. Ces revenus resteront là. Donc déjà, il faut préserver ces revenus. C'est le premier type de revenus des activités traditionnelles qui vont continuer à être exercées. Probablement de manière un peu différente, parce que c'est là où on voit l'impact de la technologie ou des organisations, qu'on voit probablement arriver une forme d'intelligence artificielle efficiente, notamment dans l'automatisation, l'IA générative. Je pense que
elle est encore pas complètement intégrée dans les process pour générer des revenus demain. Enfin bref, sur les revenus historiques, il faut les préserver, continuer, essayer de les accompagner. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi d'ailleurs générateurs d'un certain nombre de revenus complémentaires qu'on peut imaginer demain. Alors, il y a le revenu de l'équipement de nos clients en technologie. Ça, c'est quelque chose qui est finalement quelque chose que touche assez bien les acteurs de l'expertise comptable, les professionnels, parce que souvent, la technologie c'est quelque chose qu'affectionnent les experts comptables. Donc, ils aiment bien les outils de production, ils aiment bien ces sujets-là. Donc, ils sont assez... ça a été assez vite quelque chose qui est arrivé notamment dans les structures, on va dire, de taille intermédiaire, où on va dire comment je vais équiper mes clients demain de technologie. Voilà, ça, c'est le premier point. Nous avons, chez Forvis Mazars, une ambition qui est forte, une organisation qui est là, des professionnels qui sont là pour le faire de manière... et qui viennent pas forcément du métier, loin de là. Donc, d'ailleurs, c'est un des enjeux RH qu'on a aujourd'hui, c'est finalement quel parcours de formation, quel sourcing des profils, comment demain je pourrais accompagner l'équipement des clients que j'ai en technologie, avec des modèles probablement un peu hybrides avec d'autres acteurs des technologies, voilà. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je pense et je sais que certains acteurs peuvent s'interroger sur est-ce que demain, j'aurais pas intérêt d'avoir des gens qui font de l'intégration de systèmes, d'ailleurs les cabinets expertise comptable, qui ont monté des sociétés d'intégration de systèmes juste à côté de leur cabinet pour équiper leurs clients. Tu disais Voilà, donc TGS par exemple avec Secob, c'est ça par exemple? il y a C'est un Secob, qui me semble a mis en place une filiale de technologie ou un intégrateur où il peut y avoir des partenariats effectivement qui existent. Voilà. Donc ça c'est un autre type de revenu qui est assez fort aujourd'hui. Et puis après il va y avoir les revenus qui sont dits financiers, qui sont aujourd'hui les revenus qui essaient de toucher certains éditeurs de technologie. Donc, je parle des revenus générés par le dépôt dans des comptes pro ou le paiement via des cartes pro que l'on fournit aux clients, et puis des cabinets qui aujourd'hui commencent à regarder le sujet de ce revenu financier de manière très sérieuse. Il y a un certain nombre de revenus autour des services que je peux apporter à mes clients. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a une partie de la profession qui pense que ce n'est pas possible parce que on est contre les principes et les règles de déontologie. Une autre partie de la profession qui pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit regarder de près pour pouvoir avoir ce type de revenus. Je pense aux revenus finalement de partenaires en assurance. Imaginons qu'on ait envie d'accompagner, et ça c'est aussi un niveau de service que peuvent amener un certain nombre de cabinets, d'ailleurs qui s'équipent sur ces sujets. Je passe de la cybersécurité pour des TPE, PME. TPE, PME, c'est pas des pen tests dont elles ont besoin, comme des grands groupes. Elles vont pas mettre en place finalement des centres de cybersécurité interne où ils vont devoir les piloter ou faire appel à un certain nombre de sociétés spécialistes pour les... Elles vont, TPE, PME, mettre un certain nombre de mesures sur lesquelles on peut les conseiller, ou ça peut être un sujet sur lequel l'expertise comptable accompagne, mais le vrai sujet d'une TPE ou d'une PME en la matière, c'est d'être bien assuré aussi contre son risque cyber. Donc, est-ce que aujourd'hui, ça fait partie de la chaîne de valeur que d'aller conseiller et voir générer des revenus autour d'une assurance cyber pour l'expertise comptable? Je pense qu'on peut se poser la question, mais c'est encore une autre type d'organisation. OK, donc les revenus issus de l'expertise comptable un peu classique tels qu'on Les l'a revenus de la connu technologie, aujourd'hui, les revenus de la technologie et les revenus de ces nouveaux produits, produits qui pourraient voilà. être gestion de patrimoine, assurance ou autre durabilité, mais qui sont assez intéressants parce que dans la chaîne de valeur, ça nous oblige finalement à amener un certain nombre de conseils amont et aussi à nous structurer si on veut faire ce type de revenus pour dire finalement je peux passer la main éventuellement à quelques partenaires référencés. Finalement, libre choix à mon client de choisir parmi les partenaires référencés. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui se pratique déjà dans la profession.
finalement de générer des revenus peut-être amont dans un certain nombre de conseils, voire d'avoir, comme d'autres, déjà certains cabinets l'ont, certains cabinets ont déjà des JV avec des gens qui fournissent de la gestion de patrimoine de manière professionnelle, ont déjà monté des sociétés inscrites à l'ORIAS pour produire ou accompagner sur des produits d'assurance. Voilà, mais on voit bien que dès qu'on veut parler de ce type de revenus, il faut s'organiser pour. Ça va être d'autant plus vrai que tu le disais, on parle de segmentation client, inévitablement la digitalisation va nous conduire aussi à pouvoir avoir plus de facilité à avoir des informations sur nos clients, des informations précises. La facture électronique nous donnera beaucoup plus d'infos sur un certain nombre de logiques ou de données sectorielles, de données clients qu'on pourra plus ou moins exploiter pour affiner nos ciblages demain. Et donc, ces revenus additionnels dont je parle, aujourd'hui, les organisations qui ont pu les mettre en place, finalement, en termes commercial, c'est toujours un peu artisanal. Demain, il va y avoir, je pense, un vrai sujet de flux de données. Et c'est là où, quand on parle de la fameuse data ou de ce qu'on peut faire des flux de données, c'est là où je trouve qu'il y a une vraie capacité. C'est comment mes flux peuvent générer un certain nombre de leads commerciaux qui ont une valeur monétaire. Très clair. Il y avait un sujet aussi sur lequel je voudrais qu'on revienne parce que j'ai l'impression qu'il avait un lien fort avec tout ce qu'on se dit là. C'est le sujet de l'homogénéité dans l'approche. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on a un cabinet avec quelques associés à sa tête qui vont générer une activité économique, ça va être aussi assez dépendant de sa façon de faire, de ses compétences, de son historique client, etc., de son appétence pour certains sujets. Il va développer du coup certains services, alors que son associé à côté va pas forcément aller vers ce sujet-là. Ça peut se retrouver, ces disparités, dans un cabinet avec 2-3 associés. Et du coup, a fortiori, ça peut se retrouver d'autant plus, ces disparités, dans un cabinet qui fonctionnerait avec différents sites. Et notamment, aujourd'hui, on voit des cabinets qui rachètent d'autres cabinets, etc., qui grandissent. On connaît ce phénomène de concentration. Et forcément, plus on rachète, plus on accroît la complexité, plus on s'éloigne d'un target operating model qui serait cohérent. Donc, en fait, il faut lutter contre cette dispersion. Est-ce que... Faut pas lutter, faut la comprendre, Ouais. la regarder. Souvent, ces cabinets que tu cites, multi-sites, souvent déjà un peu pluridisciplinaires ou déjà avec un éventail de services assez large. J'en connais certains, j'en ai dirigé un. Finalement, ces cabinets, ces structures, moi je les regarde toujours un peu comme un cube. Donc, j'ai 3 axes d'analyse qui sont les métiers que j'y exerce, donc l'expertise comptable, le social, le juridique, en termes de pluridisciplinarité, des sujets qui peuvent être complémentaires juridiques, est-ce que j'ai des avocats, des notaires, par exemple, si j'ai envie, ou du conseil ou autres formats qui peuvent exister. Donc, les métiers que j'exerce, les zones géographiques, les clochers, où je les exerce, donc les différents bureaux quand j'ai plusieurs sites au sein du cabinet. Et puis après, la typologie de client pour lequel je le fais. Et tu regardes finalement ton organisation, faut comprendre où sont les points forts et où sont les points faibles dans ton axe d'analyse. Et effectivement, beaucoup de cabinets, je pense que la concentration finalement accentue un peu ce sujet. On fait du développement qui est souvent du développement local ou clocher, lié aussi aux compétences qu'on avait en local, donc avec un niveau de service qui n'est pas homogène, notamment dans ce type de cabinets qui sont souvent multisites. Effectivement, si on rejoint le sujet du revenu, et d'ailleurs, ces structures pourraient justifier la mise en place et le pilotage par les revenus, la mise en place pour le coup de la fonction de Chief Revenue Officer, finalement, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que sur mes revenus historiques, je suis homogène ? Est-ce que le niveau de qualité des prestations que je fais, il est le même partout ? Je vais prendre un exemple que pour moi est très parlant, c'est les bilans retraite. Souvent, on peut en avoir et c'est ponctuel et ça va dépendre de la ressource que j'ai dans tel ou tel site. Donc, tu peux avoir dans un cabinet finalement des bilans retraite où mon portefeuille client
où les clients, pardon, ont un niveau de service qui est très bien fait dans une ville comme Strasbourg, et puis il est moins bien fait dans une ville comme Clermont-Ferrand, parce que là, j'ai pas complètement la ressource, et que d'ailleurs, les associés de Clermont-Ferrand n'ont pas forcément l'idée de proposer le service, ou ils vont même le proposer parfois avec des externes. Donc, c'est vraiment important ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on parle revenu, il y a aussi ce travail à faire d'abord sur mes revenus métiers ou le niveau d'expertise. Est-ce que je suis homogène sur l'ensemble de mon portefeuille client? Voilà, ou est-ce que je dépends de telle ou telle typologie ou d'interlocuteur? Et il suffit pas d'être multisite, hein. Moi, je le vois, je rencontre beaucoup de cabinets, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux le rencontrer aussi dans les organisations de cabinets qui sont parfois organisées par associés, par portefeuille, et objectivement, t'as pas le même niveau de service d'un portefeuille à l'autre, quoi. Parce que il y a pas forcément la même expertise ou la même appétence pour tel ou tel niveau en termes de gestion de patrimoine. Tu as des associés qui ont souvent fait une spécialité complémentaire, qui vont aller assez loin en gestion de patrimoine, d'autres moins, mais tu t'aperçois que finalement, une partie du portefeuille n'est pas du tout adressée sur cette typologie, parce que ça dépend finalement de, quand je regarde mon axe clocher, métier, segment client, finalement, ça dépend où est mon point fort, mon point faible, et qui s'adresse à mes clients. Et ça, inévitablement, si tu commences à raisonner par les revenus, quelque part, c'est le premier sujet à organiser, à homogénéiser. Mais quand tu travailles un sujet marque, c'est quelque chose que tu tires les positionnements. Je pense à quelques grands acteurs, dont un qui vient de lancer une nouvelle marque sur le marché. Inévitablement, c'est un des sujets que tu poses. Nous, on a la chance de vivre avec une marque qui est forte, qui est belle, et c'est ce qui génère, ce qui drive l'organisation. Avoir quelque chose qui correspond à la marque sur le marché, donc ça veut dire à minima le même niveau de service un peu partout. Ok. Donc là, si quelqu'un nous écoute et se dit, OK, je suis 100% d'accord, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de mettre ça en place dans mon cabinet, petit, grand, on comprend que le sujet vaut le coup d'être vraiment mis sur la table dans tous les types de cabinets. Par quoi on commence? Comment on y va? Ouais, on commence vraiment par se poser la question de quelles sont mes typologies de revenus au sein du cabinet aujourd'hui. Enfin, ça va être assez simple pour beaucoup, mais quand même de le poser. Parce que ça permet aussi de voir que notamment, on parle de l'exceptionnel dans les cabinets, quand on regarde les chiffres d'affaires, dans les missions exceptionnelles, lesquelles je fais, et est-ce que j'en aurais pas d'autres à faire, voilà, de regarder le marché. C'est quelque chose qui est très interne ou très externe. D'autres pourraient dire force, faiblesse, opportunité, menace, dans des matrices un peu connues. Je regarde mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, les menaces et l'externe. Donc, je regarde toutes les opportunités finalement de revenus que je peux avoir à côté. Donc, d'abord, mes forces et mes faiblesses en termes de revenus, mes opportunités demain en termes de nouveaux revenus, et puis finalement, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas, quels sont les risques que j'ai de ne pas les toucher. Mais tu as raison de poser la question, et c'est fondamental parce que ça oblige à prioriser. Et aujourd'hui, je trouve qu'on commence à voir des gens se lancer dans l'exécution de quelque chose qu'ils n'ont pas dessiné. Donc, on commence à avoir des investissements en disant, mais ouais, on va prendre de la technologie, ou on va mettre en place des profils qui sont tel ou tel profil dans les cabinets. Oui, mais enfin, est-ce que ça vaut le coup Et puis, imaginons qu'on mette en place un customer success, ou qu'on appelle customer success, ou welcomer, peu importe, dans une organisation. Oui, mais pour quel type de revenu? Enfin, quel est l'enjeu? Quel type de revenu? Quel type de client? Combien j'en mets dans mon organisation? C'est quoi mon investissement? Est-ce que je prends des gens en place? Parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on peut voir aussi, en tout cas, moi, les retours d'expérience que je peux avoir, qu'on peut avoir quand on partage avec certains professionnels, c'est que finalement, on commence à prendre des gens qui sont déjà staffés, souvent les meilleurs, parce qu'ils ont déjà, souvent les meilleurs, des gens qui ont déjà une écoute client, un service client, puis on leur dit, dis donc, tu vas devenir en plus welcomer. Je trouve que c'est le type d'erreur qu'on peut faire, et qui, et finalement, peuvent être assez lourdes en conséquences en termes d'investissement, et en termes de finances, et tout simplement aussi en termes d'accompagnement des équipes, quoi. D'accord. Donc, on définit le revenu qu'on veut dans 5 ans, dans 10 ans, ces typologies de revenus pour y revenir. Et À mon puis, avis, on peut aller plus rapidement. Enfin, j'ai les ouais, revenus que je veux toucher dans 2 ans, quoi. oui, d'accord. Le temps s'accélère. Mais comme tu le disais, finalement, exactement, le temps s'accélère. C'est un peu l'histoire de l'aéroport. Et si on imaginait qu'on est déjà en 2027 et qu'on est passé à la facture électronique.
si on imaginait. Ouais, c'est dans 2 ans. Donc Soyons fous. voilà. Et après, on matérialise ça avec donc une organisation cible en face. Et puis on fait quoi? On fait une feuille de route. Comment on la partage? Si on est 3-4 associés dans un cabinet, on met ça en place avec les associés. Comment on pilote? Comment on ritualise, tu vois, cette animation de cette feuille de route pour les mois, les années à venir? T'as peut-être pas la réponse, hein, c'est Si, quelque si, chose. c'est un bon point. Alors après, c'est effectivement, ça peut dépendre un peu de la typologie d'organisation, hein, qu'on a, ou la taille. Aujourd'hui, c'est sûr que des structures qui sont déjà multisites ou multimétiers, avec un éventail client assez large, ont déjà un certain nombre de rituels dans lequel on peut mettre le sujet et adresser le sujet, clairement. Donc voilà. Si tu l'as pas, je pense que effectivement, c'est quand même un bon prétexte aujourd'hui pour qu'un cabinet puisse se poser, ou à plusieurs enfin quand il y a plusieurs associés, puisse se poser et se dire, ben finalement, voilà la feuille de route qu'on aimerait avoir, et on se pose quand même régulièrement, même si on sait, et c'est pas aujourd'hui, au moment où on enregistre, qu'on peut dire le contraire. On rentre en période fiscale, ça va être inévitablement quelque chose qui est toujours très compliqué en termes d'agenda, très tendu, mais je pense qu'il faut quand même garder du temps sur le sujet pour dire comment je m'organise là, et 2025, je pense, est le bon moment pour le faire. Et donc, il faut le ritualiser. Il n'y a pas de projet. Après, c'est tout simplement des sujets de gestion de projet, hein, Mmh. un peu basique. Il n'y a pas de projet dans lequel, à un moment donné, on n'ait pas des objectifs clairs, un planning clair, et finalement une manière de tenir ses engagements sur la qualité, les coûts, les délais de mon projet. Et donc, je dois me revoir, ou je dois avoir des logiques un peu de partage, que ce soit avec les gens qui sont mobilisés en interne ou avec les associés. Oui, oui, bien sûr, il faut s'organiser pour pouvoir mettre en place un suivi de ce pilotage par les revenus. OK, OK. Donc aujourd'hui, juste pour revenir au Chief Revenue Officer, tu me disais qu'il n'y en avait pas, a priori, dans la profession comptable en poste Non, pas existant encore, pas aujourd'hui? encore. Il commence à y en avoir dans les cabinets de conseil. Bien sûr, il y en a dans la technologie, et c'est inévitable, hein, c'est le nerf de la guerre. Alors, officiellement ou pas officiellement, hein, enfin, voilà, je connais quelques éditeurs bien connus de la place, c'était plutôt le CEO qui joue un peu ce rôle. Mais aujourd'hui, j'en vois pas dans les cabinets d'expertise comptable. Mais comme c'est souvent dit, et c'est dit par un certain nombre de dirigeants de cabinets de renom, on doit passer en société de service. J'imagine pas que demain, en étant en société de service, on n'ait pas quelqu'un qui soit à l'organisation et au pilotage de ses revenus. Et ça n'est pas qu'un sujet commercial ou marketing, vraiment. C'est bien un sujet de comment j'aligne mon organisation avec les différentes typologies de revenus que j'ai envie de mettre en place. Et donc, finalement, c'est comment je projette un budget, mes investissements, et ce pilotage à l'avenir. Donc, c'est clair que le Chief Revenue Officer, à mon sens, il a toute sa place demain dans un certain nombre de structures Ouais, mais qui plutôt le voudront le le toucher. le le top 20 des cabinets, ce que tu me disais, plutôt peut-être les plus grandes structures. Est-ce que dans une plus petite, ce serait pas d'abord quelque chose à mettre en place, dans un. Tu as raison, là, il y a deux sujets. Il y a deux sujets. Il y a la fonction et le poste. Est-ce que la fonction doit être mise en place, en tout cas, est-ce que la stratégie peut être mise en place dans tous les cabinets? C'est oui. Est-ce que la fonction peut être mise en place un peu dans tous les cabinets? Bah oui, parce que même si elle occupe qu'à 20% un associé, elle est quand même là, cette fonction. Et est-ce que certaines structures doivent investir dans un poste de Chief Revenue Officer? Mmh. Ma conviction est oui. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie effectivement d'un certain nombre de sujets que se posent des organisations. Ouais. Ouais, on s'approche de la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a peut-être en synthèse, peut-être des freins, des obstacles qu'il faudrait faire, sauter, dans la profession pour aller vers cette, réflexion, cette nouvelle approche, selon toi? Le 1er frein, enfin, ou le risque qu'on a, c'est effectivement de faire supporter à l'organisation en place
toutes les nouvelles ambitions en termes de revenus complémentaires qui soient issus de tout ce qu'on a dit, de la technologie, de nouveaux services, demain peut-être d'exploitation des données, et de dire finalement mon organisation en place va pouvoir les supporter et je vais prendre à l'intérieur un certain nombre de personnes. Je dis pas qu'il faut recruter de nouvelles personnes, je dis juste que c'est pas l'organisation en place, elle est faite pour produire un certain nombre de revenus qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, quand même liés à un certain nombre de produits que l'on fait pour nos clients. Je vais pas revenir dessus. Donc voilà. Donc si on veut aller sur un certain nombre de services complémentaires, il faut inévitablement vraiment réfléchir à l'organisation que je mets en place et pas penser que celle que j'ai aujourd'hui sera suffisante, parce que je risque, à vrai dire, de la mettre assez à mal. Et donc de vouloir faire toi, de dire toi t'es welcomer, mais finalement tu gardes ta production comptable. À la fin, ça peut être compliqué à vivre pour les équipes. Voilà. Puis en termes de compétences, voilà, aujourd'hui, on a demandé à nos équipes, et on l'a bien vu d'ailleurs sur le sujet de la paye, puisqu'on a eu une dépendance à un éditeur qui a fait un peu de bruit sur le marché. On demandait à nos équipes d'être avant tout mono-outils, très expertes dans un outil de production. Et demain, si on veut équiper nos clients, on leur demande d'être expertes dans un certain nombre de technologies dont elles pourraient identifier les besoins chez nos clients. Tu vois bien que les compétences sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, elles sont même radicalement différentes. Donc, certaines personnes dans les équipes peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas le faire. Donc, penser que toute l'organisation est capable de supporter ces nouveaux schémas de revenus est pour moi un vrai risque, clairement. Voilà. Donc, et puis, finalement, ne pas tout simplement prendre le temps de la réflexion en s'ouvrant, en étant de plus en plus collectif, c'est-à-dire face à la transformation qui prend différentes formes aujourd'hui autour de l'expertise comptable, que ce soit financiarisation, concentration, arrivée des technologies ou nouvelle concurrence, tout ça est le même sujet. Finalement, c'est comment demain j'arrive à me poser pour bien comprendre l'ensemble des données et essayer d'organiser ma structure, mes équipes, et prioriser, faire des choix. Un des risques aussi, ce serait de se dire j'aimerais avoir l'ensemble de ces revenus. Non, je pense qu'il va falloir se dire très bien, super, je vais pouvoir toucher tel ou tel type de revenu, comment je m'organise. Ok, priorisation. Ok. Merci Denis. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pour moi, c'est hyper clair. On a, je pense, fait le tour de la question. Est-ce que pour toi, tu voudrais ajouter un dernier mot avant de finir, ou est-ce qu'on s'arrête là? Je te laisse me dire. Pour moi, c'est hyper intéressant, hyper complet. Et c'est gentil, merci. On pourra prolonger l'échange. J'espère que ça a été concret et opérationnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est comme beaucoup d'ailleurs d'observateurs de la profession, d'acteurs de la profession, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de rester optimiste dans le sujet. Et j'allais dire en mouvement, c'est vraiment le sujet. Et je pense que le mouvement 2025, il est vraiment important au sein de la profession. Donc, j'espère que beaucoup de structures se poseront sur leurs revenus. Ok, passionnant. Merci beaucoup, Denis. Je te dis à très bientôt et merci pour cet épisode. Merci, Marine. À bientôt. Salut. Salut. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!